Konnichiwa! Aujourd'hui, on est là pour parler de l'examen du JLPT et de comment il se déroule. On a déjà vu ensemble comment s'inscrire à l'examen. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous ai fait tout un tuto détaillé sur comment remplir votre dossier d'inscription, comment le demander, où s'inscrire, où passer l'examen, etc. Donc, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment au déroulement de l'examen en lui-même. Alors, déjà, pour vous rappeler un petit peu ce que c'est, ou pour vous informer, si jamais vous ne connaissez pas du tout l'examen du JLPT, le Japanese Proficiency Language Test, JLPT, ou bien Nihongo no Ryoku Shiken en japonais, c'est un certificat qui atteste de votre niveau en japonais si vous avez validé l'examen. Cet examen est reconnu dans le monde entier, ça peut vous servir à potentiellement décrocher un travail au Japon ou dans votre pays, à rajouter une ligne sur votre CV, ou bien tout simplement avoir la satisfaction personnelle d'avoir validé un échelon officiel en japonais pour avoir un petit objectif à tenir. Je trouve que c'est assez intéressant. Cet examen a lieu 2 fois par an, le premier dimanche de juillet et le premier dimanche de décembre. Pour vous inscrire, je vous renvoie vers l'autre vidéo à ce sujet. Maintenant, on va considérer que ça y est, vous êtes inscrit, vous allez passer l'examen. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous êtes dans votre centre d'examen, vous avez choisi le niveau pour lequel vous vous êtes inscrit. Donc, il y a 5 niveaux, le 5 étant le plus bas, le 1 le plus élevé. Et vous allez donc vous rendre dans votre salle d'examen le jour J. Vous êtes parti pour plusieurs épreuves d'affilée. Vous avez une pause entre chaque épreuve, mais ces épreuves-là vont toutes se dérouler le même jour. Donc, vous arrivez le matin, vous repartez en fin d'après-midi et vous avez passé votre examen. On va regarder ensemble le détail, puisque en fonction du niveau pour lequel vous êtes inscrit, le déroulement ne va pas être exactement le même. Pour les 3 premiers niveaux, donc les 3 niveaux les plus bas, les niveaux débutants et intermédiaires, donc N5, N4, N3, vous aurez 3 épreuves différentes. Une première épreuve basée sur les kanji et vocabulaire, une deuxième épreuve basée sur la grammaire et la compréhension de texte, et une troisième épreuve de compréhension orale. Entre chaque épreuve, vous avez une pause. Pour les niveaux 2 et 1, donc les 2 niveaux les plus avancés de langue, vous n'avez que 2 épreuves. En vérité, les 2 premières sont réunies en une seule longue épreuve. Et vous avez donc ensuite une pause suivie de la compréhension orale. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que les durées ne sont pas les mêmes en fonction du niveau que vous allez passer. Plus on monte et plus les épreuves sont longues. Donc forcément, plus il y a de connaissances aussi sur lesquelles être interrogé. Donc on va s'intéresser principalement au niveau 5, qui est le niveau que le plus de gens passent, puisqu'il y a plus de débutants que de personnes avancées en japonais, c'est assez logique. Le niveau 5, le niveau le plus bas, vous aurez une première épreuve de 20 minutes pour les kanji vocabulaire, une deuxième épreuve de 40 minutes pour la grammaire compréhension de texte, et enfin une troisième épreuve de 30 minutes pour la compréhension orale. Ici, c'est en rouge, c'est indiqué en rouge puisque ce sont des changements qui ont eu lieu depuis l'examen de décembre 2020. Avant, c'était plus long. Et ici, c'est en bleu puisque ça a changé pour le N1 depuis décembre 2022. Voilà, il peut y avoir des évolutions comme ça dans le temps, c'est pas la première fois que l'examen du JLPT évolue, c'est normal. Donc là, à la date où je tourne, c'est comme ça. Peut-être que d'ici quelques années, ça aura évolué. En tout cas, les grandes lignes sont toujours les mêmes. L'examen en lui-même, c'est un QCM, c'est-à-dire que vous n'aurez rien à écrire de vous-même, vous n'aurez pas non plus à formuler des phrases à l'oral, ni à parler. C'est un examen de compréhension uniquement. Donc ça a du bon et ça a du moins bon, c'est évident. En tant que participant, en tant que personne inscrite qui passe l'examen, c'est plus facile peut-être, puisque du coup vous avez juste des cases à noircir. Vous avez à chaque fois 4 choix de réponse, parfois 3, mais souvent 4. Donc vous avez une chance sur 4 en fait de réussir.
Et le moins bon, c'est que du coup, on a par exemple notamment des étudiants issus de pays en Asie qui ont déjà des kanji, comme la Chine, Taïwan, qui du coup ne parlent pas forcément un bon japonais à l'oral, mais qui sont excellents en kanji, et donc ça peut jouer en leur faveur. Nous, en tant qu'étrangers, vraiment issus de pays sans kanji, c'est plutôt peut-être en notre faveur puisque nous n'avons pas à écrire de kanji de tête. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Maintenant, l'examen en lui-même, donc je vous l'ai dit, c'est un QCM. Vous aurez des cases à noircir. Il ne peut y avoir qu'une seule bonne réponse par question. Il peut jamais y avoir deux bonnes réponses, ça n'est pas possible. Et il n'y a pas non plus de points à perdre si vous vous trompez. Donc si vous n'avez pas la bonne réponse, ça va pas vous faire -1, -2 ou autre. Donc mon astuce, mon conseil, ce que je vous encourage à faire, c'est tenter. Si vous n'avez aucune idée de la réponse, vous avez toujours une chance sur 4 que ça passe, donc tentez. Dans tous les cas, voilà, vous n'avez rien à perdre, donc allez-y. Vous remplissez au moins une réponse par question pour l'examen. Là où il faut être très très vigilant, parce que malheureusement c'est déjà arrivé à des personnes que je connais, c'est de ne pas se tromper de ligne, puisque vous allez avoir d'un côté votre livret de questions, avec donc les questions, les propositions de réponses, les textes à lire, etc. Et de l'autre côté votre feuille d'examen, avec uniquement question 1, réponse 1, 2, 3, 4. Donc vous n'aurez que des petites cases à noircir. Donc faites bien attention de ne pas vous décaler d'une question, parce qu'alors là, ce serait catastrophique, et ça peut remettre en question tout votre examen. Donc faites bien attention à ça, soyez attentifs, soyez bien concentrés le jour de l'examen. Maintenant, si on regarde un petit peu plus le détail justement des points, les épreuves ne sont pas toutes notées de la même manière, les exercices non plus ne sont pas tous notés de la même manière, il y a des questions qui valent plus de points que d'autres. Les questions qui rapportent le plus de points, c'est toujours celles qui sont à la fin des 2 premières épreuves. Donc les dernières questions de l'épreuve 1, kanji vocabulaire, elles rapportent plus de points que les questions du début, qui ne rapportent qu'un point chacune. Et surtout, les questions qui valent le plus de points, ce sont celles sur la compréhension de texte. Compréhension de texte et compréhension de documents, donc dans l'épreuve 2. Celles-là, ce sont celles qui vous rapportent le plus de points. Ça peut être 3, 4, 5 points par question, souvent 3, 4 points. Donc vraiment, c'est cette partie-là de l'examen qui est à soigner. Ça va être la compréhension de texte, la compréhension de documents. Moi, mon conseil, c'est justement lorsque vous êtes dans cette épreuve 2, la grosse épreuve de grammaire et compréhension de texte, ça va être de commencer par la fin. Commencez par la fin, comme ça vous êtes sûr d'avoir le temps de bien comprendre les textes, de bien y répondre, quitte à rusher un tout petit peu sur le début de l'épreuve, sur les questions particules, forme de verbe, etc. En général, c'est un peu plus automatique parce qu'on sait que, ok, dans cette phrase, oui, il faut conjuguer le verbe à la forme en tekudasai, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est plus facile de ressortir ça au tac, surtout à la fin quand vous avez plus beaucoup de temps, plutôt que de lire un texte, voilà, s'il vous reste 5 minutes et que vous stressez à la fin de l'examen parce que vous n'avez pas lu le texte, c'est dommage, donc commencez plutôt par là. Et pour l'épreuve de compréhension orale, donc la 3e et dernière épreuve, là c'est l'inverse, ce sont les premières questions qui rapportent plus de points, ce qui est assez sympa puisque forcément plus la journée avance et moins vous avez de concentration et de capacité mentale disponible. Donc les premières questions de l'oral vont rapporter plus de points, ce qui fait qu'il faut être bien concentré au tout début et à la fin elles ne rapportent plus qu'un seul point. Donc c'est un tout petit peu moins grave si c'est bâclé. Alors maintenant, ces points, à quoi ils servent et comment est-ce qu'on valide son examen? C'est pas compliqué. Il vous faut un score minimum dans chaque épreuve et il vous faut un score minimum au global pour valider ça. Ça, c'était pas le cas avant. Avant, c'était uniquement un score global de l'examen, ce qui entraînait justement ce dont je vous ai parlé avec les étudiants, notamment chinois, qui avaient des scores excellents en kanji à l'écrit et par contre, c'était une catastrophe à l'oral. Et donc, ces gens-là avaient des très bons résultats au JLPT alors qu'ils ne comprenaient pas du tout le japonais oral. Là, maintenant, ils ont rééquilibré ça. Il vous faut donc à la fois un score minimum dans chaque épreuve. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas être excellent en kanji et absolument nul en oral. Il faut avoir un minimum de chaque côté. Et il faut que la note globale soit aussi correcte. Donc, pour le N5, et ça va être pareil pour le N4, vous avez
un score global qui est cumulé pour les 2 premières épreuves, donc l'épreuve 1, vocabulaire kanji, et l'épreuve 2, grammaire, compréhension de texte, qui sera noté sur 120. Et ensuite, vous avez l'épreuve de compréhension orale qui est notée sur 60. Les deux ensemble, ça vous donne un score de 180. Sur ce score de 180, la note globale, pour valider l'examen, donc pour l'avoir, pour le N5, vous devez avoir 80 points, donc c'est moins de la moyenne, hein, et pour le N4, vous devez avoir 90 points, donc c'est la moyenne. En gros, il vous faut à peu près 9 sur 20 et 10 sur 20 pour valider votre N5 et votre N4. Pour le N3, c'est 95 points, pour le N2, 90, et pour le N1, c'est 100 points sur la note globale de 180. Maintenant, par épreuve, donc là, c'est un tout petit peu différent. Pour les N5 et N4, les 2 premières épreuves cumulées, je vous ai dit que ça faisait 120 points, donc les kanji vocabulaire et la grammaire compréhension de texte. Les deux ensemble, vous allez avoir un score qui est noté sur 120. Pour les N5 et N4, vous devez avoir 38 points. 38 points minimum là-dessus. Et à l'oral, vous allez avoir donc une note globale de 60 points. Sur 60 points, vous devez avoir 19 points pour valider votre épreuve orale. Donc vous voyez, c'est moins de la moyenne, ce qui fait que même si on n'est pas excellent à l'oral, on peut quand même valider le JLPT. On peut avoir un score ric-rac, il n'y a pas de souci, du moment que vous avez vos 19 points. De toute façon, il n'y a pas de mention bien, très bien, pas ouf. Voilà, c'est soit vous avez le JLPT, soit vous ne l'avez pas. Donc c'est l'un ou l'autre. Il faut juste avoir les scores minimum demandés. Je vous donne quand même le détail pour les N3, N2, N1 si jamais ça vous intéresse. Donc c'est pareil, je vous ai dit la note globale et après dans le détail, donc il y a 3 épreuves. Première épreuve de vocabulaire grammaire qui est notée sur 60 points, il vous faut 19 minimum pour valider l'épreuve. Pour tout ce qui est compréhension de texte sur 60, il vous faut 19 aussi. Et pour tout ce qui est écoute, c'est comme pour le N5, N4, il vous faut 19 points sur 60. Voilà, en gros, il vous faut 19 points minimum dans chaque épreuve. Elles sont toutes notées sur 60. Et au global, il vous faut donc un peu plus de la moyenne sur 180. Petite info qui a toute son importance concernant l'épreuve d'écoute, puisque ça, c'est une question que je reçois beaucoup. Non, il n'est pas possible de réécouter. Il n'y a qu'une seule fois l'écoute. Donc c'est un fichier audio qu'on va vous diffuser dans des haut-parleurs. Vous l'écoutez une fois. Et c'est fini. Et ensuite, vous le notez. C'est pas de l'individuel, c'est tout le centre d'examen qui écoute ça, c'est toute votre classe qui l'écoute en même temps. Donc, soyez bien attentifs. Et là, l'astuce que je vous donne, qui est vraiment importante et que moi-même j'ai utilisée lors de mes sessions d'examen, c'est que si jamais, pour une raison ou une autre, vous n'avez pas compris quelque chose, ou bien vous êtes encore sur la question d'avant, à vous dire « Attends, est-ce que j'ai bien réfléchi ?» nanana, l'examen va pas vous attendre. La question suivante va être posée, vous allez avoir une nouvelle situation, un nouveau dialogue. Donc s'il y en a un sur lequel vous n'avez pas entendu bien le début parce que vous étiez en train de penser à autre chose ou que juste vous n'avez pas compris ce qui s'est dit, c'est pas grave. Vous mettez une réponse au pif, de toute façon vous avez une chance sur 4 pour que ça passe, et ensuite vous vous reconcentrez tout de suite sur le prochain. Ne vous laissez pas embrigader comme ça, ne restez pas bloqué sur un discours, un dialogue, et ensuite, du coup, vous avez décroché pendant les 2, 3, 4 dialogues qui suivent. Là, c'est le meilleur moyen de perdre le fil et de paniquer et de louper des points. Donc, s'il faut en sacrifier un, c'est pas grave, mais tout de suite, vous vous remettez dans le bain pour le suivant. Donc voilà un petit peu pour le déroulé de ces 3 épreuves. Après, une fois que vous êtes dedans, vous êtes dedans. Moi, ce que je vous encourage à faire, bien sûr, c'est de faire des examens blancs avant le jour J, donc des tests blancs pour vous entraîner et pour découvrir les différents types d'exercices. Comme ça vous évite d'arriver le jour J et de vous dire « Ouah, je comprends déjà pas la consigne, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Je pense notamment à l'exercice avec les étoiles où si vous n'avez pas compris avant ce qu'il faut faire, là vous allez déjà passer 10 minutes juste à, à savoir ce qu'il vous demande. Donc ça c'est important de le préparer à l'avance. Et puis du coup une fois que vous avez passé votre examen, déjà otsukaresama desu, bravo à vous, vous rentrez chez vous et ensuite environ 1 à 2 mois plus tard, vous allez avoir vos résultats d'examen en ligne. Donc c'est pour ça que c'est important de bien conserver votre numéro de candidat et votre mot de passe que vous aurez déterminé dans la phase d'inscription.
Et quelques semaines plus tard, vous allez recevoir à la maison vos résultats aussi au format papier. Que vous l'ayez validé ou non, dans tous les cas, vous allez recevoir cette feuille, donc qui ressemble à ça, où vous aurez un détail avec vos notes pour chaque épreuve. Vous aurez aussi une appréciation A, B, C, voilà, c'est le nombre à peu près global hein, de bonnes réponses. Donc vous avez le détail ici si ça vous intéresse. Et c'est tout. Voilà, vous aurez soit c'est passé ou c'est pas passé. Donc vous recevrez ça. Et si vous l'avez validé, si vous avez réussi l'examen, vous allez en plus de ça recevoir un joli petit certificat avec votre nom, votre niveau du GLPT, tout ça que vous pourrez encadrer comme certains de mes élèves l'ont fait. Comme ça, c'est la petite fierté de se dire waouh, j'ai réussi quelque chose en japonais. Si jamais vous ne l'avez pas eu, et c'est ok, ça arrive, il n'y a pas de limite pour repasser l'examen. Donc vous pouvez tout à fait le repasser 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, comme vous voulez. Voilà, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. L'examen, le résultat de l'examen est valide ad vitam aeternam. C'est pas comme le TOEIC en anglais qui a une durée, je crois, limitée à 3 ans. Là, en JLPT, du coup, c'est valable à vie. Alors on s'entend, hein, si vous avez validé le JLPT et que pendant 10 ans vous n'avez pas pratiqué le japonais, c'est sûr que vous avez perdu votre niveau entre-temps. Mais voilà, en tout cas sur un CV, vous pouvez toujours le mettre, ça peut faire la différence entre un candidat et un autre, hein, même en France. Moi ça m'a aidé à trouver des boulots qui n'étaient pas du tout en lien avec le japonais, donc c'est toujours chouette. Et puis pour ceux qui aiment bien un petit peu les statistiques, hein, les petits geeks des stats, il y a aussi une info qui est rigolote à savoir sur votre résultat d'examen, c'est que ici vous avez votre classement en fait parmi toutes les personnes qui l'ont passé. Donc là, vous êtes dans les 88,8% meilleurs. Voilà, c'est votre classement dans tout ça. Ça n'a aucune importance, ça change rien pour vous, mais c'est intéressant de le savoir. Moi, par exemple, pour le N3, j'étais super fière parce que j'étais vraiment dans les meilleurs. J'avais fait un très 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 bon score à mon GLPT3, donc voilà, j'étais toute fière, mais ça n'a aucune importance. Et dernière info qui a son importance aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer les examens du GLPT dans l'ordre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de passer le 5, puis le 4, puis le 3, puis le 2, puis le 1. Vous pouvez tout à fait commencer, comme moi j'ai fait par exemple. Moi j'ai jamais passé officiellement les 5 et 4. Je les ai passés dans des cadres de mes études, mais j'ai pas passé le vrai examen payant, on va dire. Moi je me suis inscrite pour la première fois au GLPT au 3. Donc moi j'ai passé le 3, le 2. Voilà, vous n'êtes pas obligé de passer le 5 si jamais vous êtes déjà en train de bosser pour le 4. Et vous pouvez directement attaquer par le 4 ou le 3 comme moi j'ai fait. Donc voilà un petit peu pour l'examen du GLPT. Je vous le rappelle, il n'y a pas du tout d'obligation à le passer. En général, moi, mes élèves le passent à titre personnel pour se fixer un objectif, pour aussi avoir cette fierté de réussir quelque chose, d'avoir un certificat qui atteste de ses efforts en japonais, et puis aussi pour se mettre un peu de challenge, un peu d'objectifs chiffrés, ça aide de se dire je le passe à telle date. Donc ça c'est assez motivant. Cet examen peut vous être utile au cas où vous cherchez du travail au Japon ou en lien avec le Japon. Si vous cherchez également à vous inscrire dans une école de langue au Japon, maintenant ils demandent le niveau GLPT 5. Donc soit d'avoir validé l'examen du GLPT 5, soit d'avoir un certificat qui atteste que vous avez ce niveau-là. Je vous rappelle que dans ma formation Objectif Japon, on délivre ce certificat. C'est un certificat qui est reconnu par l'immigration japonaise. On a déjà énormément d'élèves qui en ont bénéficié, donc ça vient compléter et valider leur dossier auprès de l'immigration japonaise. C'est valable bien sûr aussi pour les élèves qui ont terminé Objectif JLPT 4, donc notre formation du niveau un peu plus avancé. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Si jamais vous avez des questions sur l'examen, peut-être que j'ai oublié des choses, vraiment vous n'hésitez pas à me poser les questions. Je suis là pour ça, avec toute mon équipe, on sera ravis de vous aider là-dessus. Et puis peut-être que les conditions d'examen vont être amenées aussi à changer dans le temps. Voilà, il y a déjà eu des révisions de l'examen en 2020, 2022, donc ça peut évoluer. Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage, bonne chance pour votre examen. Il y a des sessions qui sont parfois plus difficiles que d'autres. Ça, c'est comme tous les examens, on ne peut pas choisir.
Donc voilà, je vous souhaite bon courage, je vous encourage et surtout, ben, donnez-nous de vos nouvelles. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous et à bientôt. Matane!